Passons à notre deuxième reportage. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est dirigé hier à Abu Dhabi pour assister à la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité. Le chef de la diplomatie égyptienne a eu plusieurs rencontres bilatérales en marge de sa participation à ce sommet et a souligné le rôle des institutions financières internationales dans la mobilisation de l'action du climat, y compris le financement du Fonds du climat vert et la transition vers les ressources d'énergie renouvelables. Des détails dans ce reportage. En marge de sa participation à la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné le rôle des institutions financières internationales dans la mobilisation du financement de l'action du climat, y compris le financement du Fonds du climat vert et la transition vers les ressources d'énergie renouvelables. Lors de sa rencontre avec le ministre danois du Climat et de l'Énergie, Dan Jorgensen, le chef de la diplomatie égyptienne a apprécié la contribution constructive du Danemark dans le renforcement de l'action climatique concrétisée au cours de sa tenue en mai 2022 de la réunion ministérielle sur la mise en œuvre des engagements du climat. Choukri était également soucieux d'aborder les résultats de la COP27 sur la promotion des efforts visant à alléger les effets du changement climatique, en lançant notamment un programme de travail sur l'atténuation et en mettant l'accent sur l'appel de la conférence de Glasgow, lancé pour la première fois à la diminution de la subvention attribuée aux combustibles fossiles et à la dépendance davantage à l'énergie renouvelable. Lors de son entretien avec le secrétaire exécutif du secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Stell, toujours en marge du sommet, Choukri a déclaré qu'il est indispensable de mettre en place des mécanismes nécessaires à renforcer le rôle des banques multilatérales de développement et des institutions internationales pertinentes pour fournir le financement de l'action climatique conformément aux recommandations de la COP27. La prochaine conférence sur le climat, la COP28, qui sera tenue aux Émirats arabes unis, représentera une occasion de s'appuyer sur les succès obtenus lors de la COP27 qui a été tenue à Sharm el-Sheikh, a affirmé M. Choukri, soulignant que l'Égypte est prête de soutenir les Émirats d'une manière qui permet à la COP28 de réaliser les résultats souhaités de l'action climatique internationale. Le chef de la diplomatie a également abordé la réussite de la COP27 à inclure les pertes et dommages liés au changement climatique à l'ordre du jour des conférences sur le climat et à créer un fonds pour indemniser les pertes et dommages, ce qui a reflété la volonté collective des pays réunis à Sharm el-Sheikh d'agir et d'assurer le soutien nécessaire à des millions de personnes touchées par les répercussions du changement climatique. Il a également évoqué les autres résultats importants obtenus lors de la conférence de Sharm el-Sheikh, dont notamment le renforcement des efforts visant à atténuer les répercussions du changement climatique, la nécessité de maintenir les objectifs de l'accord de Paris et un nouveau programme de 6 ans pour atténuer ces répercussions. Et nous avons en ligne à présent pour débattre de cela Dr Ahmed Lessi, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous madame. Alors docteur, parlez-nous tout d'abord de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité, son objectif, son intérêt sur le plan stratégique. Ça vient dans le contexte d'alignement entre les pays arabes les plus importants. Et je pense dans le contexte mondial, on a beaucoup besoin de coordonner
les directions. Il y a pas mal de choses qui sont de nature historique et stratégique qui sont en train de se passer sur le plan mondial. Là, ça devient très très important que les pays les plus importants dans la région s'assoient ensemble pour stratégier et mettre en ligne leur vision pour le futur de la région et les peuples de nos pays. Mhm. Et est-ce que à présent, avec la guerre russo-ukrainienne, les conditions économiques et sanitaires dans le monde, est-ce qu'on peut dire que les questions de durabilité et de l'environnement restent toujours une priorité et qu'il y a assez de fonds qui pourront être débloqués dans ce sens? C'est une sûreté, mais pas nécessairement une priorité. C'est quelque chose qui est très importante, mais pas la plus urgente. On est en train de voir des pays occidentaux qui avaient l'environnement comme une priorité sur leur agenda et ils ont passé de l'utilisation de pétrole normal. Maintenant, on voit des pays comme l'Allemagne et peut-être aussi la France qui sont en train de discuter de retour de nouveau à l'utilisation du charbon comme une source énergétique. Donc là, je pense dans un cas, et on espère que c'est un cas exceptionnel, que ça ne va pas trop durer, la situation où le monde entier est en train de subir aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et là, quand on a des situations, un contexte exceptionnel, on peut toujours se permettre de prendre des mesures qui sont aussi exceptionnelles. Ce qui est pas négociable, c'est que la nature ne va pas nous attendre. Si le réchauffement global est en train de se faire, la planète ne va pas changer d'avis, si vous voulez, parce que la Russie et l'Ukraine ont décidé de rentrer dans une guerre. Donc, on est tous, et je parle de l'humanité, et on risque dans ce planète. Donc, ça ne va pas changer. Peut-être qu'on peut un peu, si vous voulez, on peut tricher un peu pour quelques mois ou quelques semaines, j'espère, parce que la situation actuelle, c'est que il n'y a pas assez de sources propres ou climatiques, responsables climatiquement parlé, il n'y a pas assez de ressources énergétiques pour fournir surtout les pays industriels. Donc là, on n'a pas trop du choix. On est en Europe, on sait tous qu'il fait assez froid en hiver, et là les gens là-bas ont besoin de réchauffement. Donc là, peut-être on peut se permettre de faire une ou deux exceptions ici et là, mais c'est triste que une guerre qui est en train de prendre des vies est en train de mettre encore en cause pas seulement des gens qui sont vivants lors de cette guerre, et que pas mal, on a des centaines de milliers qui sont en train de perdre leur vie, mais aussi elle met en cause et en risque la vie des générations que peut-être ils ne sont pas encore nées aujourd'hui. Et c'est vraiment triste qu'on voit une situation pareille. Mais malheureusement, on n'a pas trop de choix. On doit gérer la situation où on y est, comme elle est. Et on se trouvait là, et on doit gérer la situation réellement. Et concernant le fonds du climat vert qui a été lancé lors de la COP 27, y a-t-il des avancées? J'ai pas entendu parler de ça, mais s'il n'y a pas, ça va être encore plus triste, parce que si vous vous rappelez, le chef de la diplomatie égyptienne a prolongé les réunions, a prolongé le COP 27 complètement pour 2 jours, si je ne me trompe pas, pour arriver à cet accord.
Et c'était juste après Glasgow où on avait de bonnes intentions, de bonnes paroles, mais vraiment très peu d'action. Et là, on a dit que le COP 27 à Sharm el-Sheikh était le temps de avoir des actions. Et on s'est mis d'accord et on a eu la discussion où on a sorti par cette idée. J'ai pas entendu que ça a été encore matérialisé, mais ce qui est très important à noter aussi, que lors de COP 27, la guerre entre l'Ukraine et la Russie était déjà en demeure. Donc c'est pas un variable nouveau, c'est pas quelque chose qui n'existait pas avant, mais au contraire ça existait. Donc je pense que ça doit pas être une raison pourquoi on ne commence pas à réaliser ce qui a été mis d'accord, parce que si on fait pas ça, et si les pays industriels occidentaux ne font pas ça, tout le monde va se demander c'est quoi vraiment l'idée d'avoir ces COP. Mais si on va avoir des réunions qui n'ont rien que des bonnes paroles qui font peur au monde, on risque de ça, on risque de cela, on a des îles qui vont disparaître, je ne sais plus quoi, et puis on fait rien. On discute, on arrive, on aboutit des accords, on les signe, on fait la célébration, puis rien ne se passe. Donc c'est quoi l'idée? Donc là, je pense que ça va mettre en cause, ça va perdre de crédibilité à tous ces genres de réunions dans le futur. Donc c'est très important que une démarche commence. Et est-ce que vous pensez que les pays en voie de développement ne peuvent arriver à la transformation au vert que par l'aide des pays industrialisés? Tout à fait. Si vous prenez note du mot du chef de la diplomatie égyptien il y a 2 ou 3 jours dans la G20 en Inde, et une des points forts qui son Excellence a mis dans son discours, c'était que le système mondial, économiquement parlé, qu'on a aujourd'hui, n'est plus fonctionnel. Quand les pays riches sont mis en dette, tous les pays pauvres, et on attend des dizaines d'années que les pays pauvres trouvent un moyen de sortir de ces dettes, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, ça n'a pas marché dans le passé, et probablement ça ne va pas marcher dans le futur. Et là, on a besoin d'un autre système économique mondial pour que le monde vit ensemble. On a appris qu'il y a une dimension qui s'appelle l'humanité. On l'a vu bien dans le réchauffement global. On l'a vu dans le Covid-19. Les maladies, le climat ne reconnaissent pas les nationalités, ne reconnaissent pas les différences politiques entre les pays, attaquent les êtres humains, et on doit se mettre ensemble comme êtres humains pour résoudre les problèmes qu'on a ensemble comme humanité. Et où en est-on aujourd'hui, docteur Ahmed El-Aissi, avec la sécurité alimentaire? Écoutez, c'est une autre menace. Je pense que, et si on prend l'Égypte comme un bon exemple, l'Égypte est un pays très pacifique. On a des bonnes relations avec la Russie, on a des bonnes relations avec l'Ukraine, mais lors de notre mauvaise chance, si vous voulez, que les deux pays rentrent en guerre, et étant donné que ces deux pays nous fournissent par presque 50% d'alimentation. Je pense que la vision du président Sisi était très correcte, que c'est maintenant le moment qu'on doit commencer à être self-dépendant quand ça vient à la sécurité alimentaire. Même si ça va nous coûter un peu plus cher. Parce que dans le passé, on disait la stratégie ou la vision était
Pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans ce domaine si on peut toujours importer du blé de l'Ukraine ou de la Russie et qui coûte beaucoup moins cher que si on cultive notre blé ici localement. Mais ça, on se trouve dans une situation, on n'a rien fait de fautif, mais quand même, on est en train de souffrir. Et là, on doit sécuriser notre l'alimentation du peuple égyptien. Donc la stratégie, et je pense que Son Excellence le Président est en train de faire beaucoup de travail dans cette direction. Notamment, il a revitalisé le projet de Touchke en Nord-Égypte, qui a été presque mis en arrêt complet pour des raisons économiques, mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça te coûte un tonne de blé qui doit être la seule mesure qu'on prend des décisions pareilles sur. De l'autre côté, parce qu'on peut ne pas trouver ce tonne de blé, même si on est prêt à payer le double ou le triple. Ou aussi on a le projet que Son Excellence a inauguré, celui du Nouvelle Delta, qui est un projet énorme, et je pense que c'est là où le futur de l'Égypte et de la sécurité alimentaire de l'Égypte va y être. Un nouveau delta qui va fournir le pays et les nouvelles générations avec leurs besoins agriculture et pour réaliser la sécurité alimentaire pour l'Égypte. On l'espère. Et docteur Ahmed El-Leissi, le fait que l'Ukraine soit l'un des plus grands exportateurs de blé est une chose, et d'huile aussi, est une chose qui a étonné beaucoup vu la situation économique de l'Ukraine. Donc comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? De quel point ou de quel... C'est-à-dire si on est l'un des plus grands exportateurs de blé dans le monde, que sûrement ça doit se refléter sur notre économie. Et pourtant, l'économie de l'Ukraine, c'est une économie qui est assez faible. L'économie de l'Ukraine est une économie... Pardon? J'ai pas bien entendu. Vous dites oui. que je vous dis, l'Ukraine ne fait pas partie des pays riches sur le plan économique. Et pourtant, l'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de blé dans le monde et d'huile aussi. Donc, comment cela n'est pas reflété dans son économie, dans l'épanouissement de son économie? Écoutez, c'était un pays, elle n'était pas le G7, parmi les G7, mais c'était un pays assez aisé. On doit se rappeler tous qu'il y a presque une vingtaine d'années que l'Ukraine n'était pas un pays indépendant et elle faisait partie de l'Union soviétique, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais quand même, c'est un pays qui est, disons, moyen, mais avec une structure économique qui est très simple. C'est pas les G7, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, mais quand même, c'est pas un pays challengé. Par exemple, si vous voyez dans l'Asie centrale, si vous voyez un pays comme Ouzbékistan, ça c'est un pays qui a pas mal de défis économiques, mais de l'autre côté, on a un pays comme le Kazakhstan qui est un pays assez riche, et là, on a l'Ukraine. C'est pas assez développé parce qu'elle n'a pas encore. C'est un pays qui est presque 20 ans ou 25 ans d'âge. Donc vraiment, pour un pays, c'est assez jeune. Mais c'est un pays qui est aisé. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, que cette guerre, avec tous les aides, les milliards et des milliards de dollars qui sont en train d'être injectés dans l'économie ukrainienne, je pense que la guerre, plus ou moins, ça va pas faire très mal à l'économie ukrainienne parce que la plupart des coûts sont payés par ou l'Union européenne ou l'Amérique. Donc, je ne pense pas que l'économie va souffrir, on va beaucoup souffrir. On va avoir une autre période après que la guerre se calme
de la reconstruction du pays. Et là, ça va être une autre discussion, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer et ça va être quoi le contexte à ce point dans le temps. Mais l'Ukraine n'est pas un pays pauvre, hein. C'est très loin de ça. Docteur Ahmed Lessi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. يمر العالم بمفترق طرق لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ما زال